réalisateur. Et c'est finalement ça qui compte, parce que nous, on travaille collectivement, c'est-à-dire qu'il y a ce film et puis il y a tous ceux qui travaillent aussi et qui c'est important de développer un cinéma sénégalais et africain et mondial qui soit étendu. On a besoin des uns des autres. Donc le FOPECA, c'est quelque chose d'important. Que le plafond soit relevé au fur et à mesure, ce sera aussi quelque chose qui comptera. Aujourd'hui, on pourrait espérer que l'argent qui abonde le FOPECA soit plus important, mais aussi de développer des partenariats, les coproductions avec d'autres pays, notamment africains, mais pas seulement, pour pouvoir faire, pourquoi pas inventer un pôle de post-production, parce qu'il faut savoir que finalement le tournage c'est une toute petite partie de la production d'un film. Ensuite, ce qu'on appelle la post-production, c'est à peu près 70% de l'argent dépensé sur un film. Donc quand on a un fonds et que 70% de l'argent destiné à ce film finalement partira à l'étranger, parce qu'il n'y a pas sur place de quoi faire cette post-production, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc travailler à créer une sorte de pôle de post-production pour que l'argent du fonds reste au Sénégal, qui crée de l'emploi, et que aussi on puisse capter les films de toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je pense le Sénégal pourrait devenir la place forte du cinéma en Afrique de l'Ouest. Il y a un tournant à saisir, et bon, on a eu le sentiment d'avoir été écouté. Alors, l'année 2017, c'est l'année dédiée à la culture et ça tombe bien avec ce prix. Vous êtes venu également présenter ce trophée au directeur général de la RTS. Pourquoi donc? Mais parce que c'est pareil, il faut trouver des façons de travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a une volonté, mais il faut qu'elle se traduise dans les faits. Chacun est dans des univers économiques assez différents. Mais je pense qu'il y a une vraie volonté de pouvoir travailler ensemble, encore une fois, sur ce que nous faisons nous, et puis aussi pareil pour aider des jeunes réalisateurs et des jeunes réalisatrices à émerger. C'est ça qui compte, c'est que ce soit quelque chose qui ne soit... Il faut sortir d'une sorte de politique de l'exception, où de temps en temps on va récompenser quelqu'un, et qui vient masquer en fait le vide. Et alors qu'en fait il y a là de nombreuses énergies, de nombreux jeunes et producteurs et productrices, des documentaires, des courts-métrages, des choses là qui sont là, et donc nous, il est d'encourager, d'essayer de trouver des façons pour qu'on puisse diffuser nos films sur la RTS et que la RTS participe aussi au financement de ces films. Je pense que c'est ce rapport-là qu'on doit trouver. Mais c'est une bonne perspective. Une dernière question, vous avez senti quoi quand on a cité votre nom en 2 mots? Une sorte de travail accompli, quoi. Quelque chose comme... c'est long. C'est très très long. Hein, j'ai entamé ce film. Long métrage, quoi. Oui, j'ai entamé ce film, j'avais moins de cheveux blancs. C'est une longue bagarre et vraiment c'est comme un encouragement. Merci Alain Gomis, justement Grand Prix du jury au Festival Berlinale 2017 et qui était venu justement nous présenter ce trophée. Et nous allons justement rester dans ce sillage pour parler justement de cette culture qui se développe au Sénégal, notamment dans le domaine du cinéma avec Fatou Sakho. Mon cher, venez. Hein? Ben, je ne sais pas. Vous l'avez vu, hein, Alain, avec le directeur général de la RTS. D'autres talents vont sans doute émerger après ce film. Votre prochain objectif, c'est quoi? Bon, d'abord, c'est de travailler à travailler avec d'autres. Hein, on a des ateliers pour le court-métrage, donc de travailler à ce qu'il y ait d'autres... à l'émergence d'autres réalisateurs et réalisatrices, et puis moi, d'entamer un nouveau film bientôt. Merci, nous allons rester avec vous dans le cinéma africain avec la 25e édition justement du FESPACO sur place, des réalisateurs sénégalais qui présentent justement leur film Moussa Touré parmi tant d'autres, et c'est de bon augure pour le cinéma sénégalais. Il faut dire que sur place la compétition a démarré, selon dit Oumindoura. En 2013, Moussa Touré était reparti de Ouaga avec les talons de bronze pour son film choc La Pirogue, consacré à l'émigration clandestine. 4 ans après, c'est un autre drame dont les soubresauts se font encore ressentir en Afrique qu'il explore dans Bois d'Ébène.
Le documentaire est présenté en compétition officielle à la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Du 15e au 19e siècle, un gigantesque trafic humain se met en place entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Dans ce docu-fiction, Moussa Touré retrace le destin des Yanka et Touriki, deux jeunes capturés dans le golfe de Guinée au 19e siècle et vendus outre-Atlantique. Avec ce film, le réalisateur sénégalais veut briser une sorte d'omerta qui entoure encore l'esclavage sur le continent. Je ne vois pas un peuple africain qui parle beaucoup de l'esclavage. Par exemple, que ce soit un thème ou qu'on soit dans une maison et qu'on parle d'esclavage, on en parle rarement. Ce commerce prend de l'ampleur pendant un siècle et demi et résiste à plusieurs tentatives d'interdiction. L'histoire, les traces, elles restent. Vous savez pourquoi j'aime les traces? C'est parce que ceux qui m'ont appris à faire du cinéma ont laissé des traces ici. Ils m'ont appris à laisser des traces. Quelqu'un comme Johnson, comme Semben, Tidjanao, Momar Thiam, Ben Jogay, William Bay, ils m'ont appris à laisser des traces. Ousmane William Bay, justement, est également à Ouaga, 4 ans après y avoir lui aussi remporté le 3e prix en documentaire pour Président Dia. La razzia des Sénégalais en 2013 avait été le moteur de l'injection d'1 milliard de francs CFA dans le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Son nouveau film, Kemtiou Cherhanta, est la première production à en avoir bénéficié à sortir. Revenir le présenter au FESPACO, ici au cinéma Nervaya, pour moi, ce n'est que du bonheur. Quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné. Ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte. Du bonheur sous-tendu par un intense travail de mémoire sur Cherhanta Diop, éminent scientifique et égyptologue, dont l'œuvre colossale reste pourtant méconnue dans certaines parties du monde et auprès de la jeune génération. Cherhanta Diop, pendant 30 ans, a été oublié. Donc chaque fois que je le présente, que les gens le connaissent et aient envie d'approfondir leur connaissance, c'est ça l'objectif le principal. Kemtiou Cherhanta, Bois d'ébène, 2 documentaires, 2 visions différentes de l'Afrique, mais pourtant si proches, qui nous plongent dans l'histoire du continent et peut-être dans son présent à cette 25e édition du FESPACO. Après ce début de journal très culturel, nous parlons du secteur de l'électricité. Le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie confirme la baisse du prix de l'électricité avec cette décision du chef de l'État. Sénélec va subir une réduction de ses recettes de 36 milliards 456 millions de francs CFA, correspondant à une baisse moyenne de 10%, indique-t-il. C'était au cours d'un point de presse ce matin. Amadou Ramkam. Sourire radieux devant une facture d'électricité, la décision du président de la République de faire baisser le prix est passée par là. La mise en œuvre de la baisse des tarifs de Sénélec est attestée par la commission de régulation du secteur de l'électricité qui a procédé à la comparaison entre la grille en vigueur et la nouvelle soumise par Sénélec. La nouvelle grille opère une baisse moyenne des tarifs de 10%. En mettant l'accent sur ceux des clients à faible revenu. Au niveau des clients basse tension, petite et moyenne puissance qui sont facturés par tranche de consommation, la baisse est appliquée ainsi qu'il suit. 15% sur le tarif de la première tranche, 11% sur le tarif de la deuxième tranche, 4% sur le tarif de la troisième tranche. Le prépaiement aussi bénéficient des mêmes avantages que le système classique. Ainsi, les tarifs de la première et de la deuxième tranche sont alignés sur ceux du post-paiement, à l'exception du tarif de la troisième tranche, qui est égal à celui de la deuxième tranche. Cette disposition permet aux clients à prépaiement de bénéficier au même titre que les clients en post-paiement de l'exonération de TVA liée aux tranches de consommation. Une baisse de 9,6% sur la basse tension grande puissance, une de 10% sur l'éclairage public et les concessionnaires d'électrification rurale, des baisses qui grèvent les recettes de Sénélec à hauteur de 36 milliards 456 millions CFA, mais impactent positivement sur les clients. Il apparaît que 87% des clients basse tension facturés par tranche de consommation, correspondant à 862 916 clients, verront sur leur facture une baisse qui varie entre 15 et 10%.
Quant à l'électrification rurale, l'État décide d'harmoniser les tarifs dans ce milieu. Pour cela, le raccordement sera facilité et le coût de l'électricité sensiblement réduit. Ces mesures qui seront mises en œuvre prochainement concernent la réduction de 50% de l'apport initial demandé aux clients pour les frais de raccordement, la baisse de 25% des factures des clients au forfait, l'application du tarif prépaiement de Senelec aux clients S4 disposant d'un compteur. Pour prendre en charge ces coûts, l'État a prévu une enveloppe de 3 milliards CFA. Avec la baisse des tarifs préconisés et mise en œuvre, Senelec va enregistrer un manque à gagner correspondant à 5 milliards 338 millions CFA, rien qu'au titre du premier trimestre. Le réseau des femmes pour l'émergence du département de Podor a reçu un financement de 300 millions de francs CFA. La cérémonie a été organisée ce week-end sous la direction du ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. Ces fonds sont destinés à la lutte contre la pauvreté à travers la création d'activités génératrices de revenus. Damsila. Le stade Alassane Ouad de Podor a refusé du monde ce week-end. Le réseau des femmes pour l'émergence de Podor, qui regroupe les groupements de femmes des 22 communes du département, a massivement répondu présent à la cérémonie de remise de financement. Venu présider la manifestation, le ministre délégué en charge de la microfinance et de l'économie solidaire, Moustapha Diop, a remis aux femmes de Podor un financement de 300 millions de francs CFA. Il s'agit de fournir aux femmes de Podor les outils nécessaires à leur accomplissement économique et social, avec notamment le renforcement de leur base productive et la création d'entreprises de femmes basées sur des capacités productives et de compétitivité. En mettant à votre disposition ces financements à travers un dispositif déjà confirmé, Son Excellence le Président Macky Sall s'inscrit dans une logique d'insertion des femmes de Podor dans le processus d'inclusive de production et de répartition équitable des richesses nationales. Les conditions d'obtention au financement sont très souples. C'est sans frais de dossier, sans frais d'ouverture de compte, sans frais de gestion, et le taux d'intérêt est fixé à 5%. Une politique hautement saluée par les autorités du département. Monsieur le ministre, je voulais vous dire que nous apprécions à sa juste valeur votre grande élégance républicaine. C'est ça la République. La République, c'est ensemble, quand les fils de ce pays, toutes tendances politiques confondues, se mettent debout, se tiennent la main pour le développement du Sénégal. Merci d'avoir pensé à cela. Vous voudrez, Monsieur le ministre, transmettre à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, toute la reconnaissance des femmes du département de Podor et leur assurer de notre constante disposition pour les accompagner et les soutenir dans le cadre de la mise en œuvre de la généreuse vision du chef de l'État, le plan Sénégal émergent. Le financement du réseau national des femmes pour l'émergence est une initiative du chef de l'État. Son objectif est de contribuer à accélérer la dynamique de l'entrepreneuriat féminin. À Podor, les femmes promettent de jouer pleinement leur partition dans le plan Sénégal émergent. Sincèrement, nous remercions le président de la République. Grâce à lui, les femmes bénéficient des financements. Le chef de l'État accorde une importance particulière à nos préoccupations. Il appuie également les couches vulnérables à travers les bourses familiales. À travers ces financements, le gouvernement veut lutter contre la pauvreté en mettant en place des activités génératrices de revenus destinées aux femmes. Les remises de financement vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, près de 45 jeunes ont bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat. L'Université Gaston Berger, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ et l'Organisation internationale pour les migrations ont co-organisé un séminaire visant à outiller les jeunes afin qu'ils puissent mieux gérer leurs entreprises. De jeunes entrepreneurs dont beaucoup d'étudiants ont suivi durant 4 jours une formation de renforcement des capacités en gestion d'entreprise. Une formation qu'ils mettront à profit pour améliorer la gestion de leurs activités. Tous les entrepreneurs ont besoin d'être renforcés sur le plan gestion de projet, sur le plan financier et sur le plan d'organisationnel technique.
D'autres jeunes ont saisi cet espace pour dévoiler leur business plan en présence de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, deux structures qui encadrent et accompagnent les jeunes. Nous avons écouté les jeunes qui nous ont présenté des projets pertinents et pas n'importe quel jeune, des étudiants qui ont opté aujourd'hui l'entrepreneuriat parce que tout simplement l'emploi salarié ne peut pas absorber ce gap. Donc aujourd'hui, nous avons demandé à l'ARD, avec les responsables de l'ANPEJ ici au niveau de Saint-Louis, d'être aux côtés des jeunes. La rencontre a aussi permis d'évoquer les opportunités qu'offre la région de Saint-Louis. Mettre en valeur toutes les niches, en tout cas d'emploi, qu'on trouve dans la filière risicole, qu'on peut retrouver aussi dans les filières avicoles, de l'élevage. Sur toutes ces questions-là, les études nous ont montré qu'il y a un potentiel de connaissances disponible sur les meilleures variétés qu'il faut développer et qui sont adaptées dans la région de Saint-Louis et qu'on peut produire dans les saisons où il est difficile donc d'avoir ces produits-là à l'international. L'assistance s'est ensuite déplacée pour visiter un champ d'étudiants. Ces jeunes font du maraîchage sur une superficie de 4 hectares. Une initiative encourageante, malgré tout, l'autosuffisance alimentaire reste un défi à relever. Il faut 500 000 tonnes pour combler le déficit de la filière riz, sans compter les fruits et légumes. 15 millions de francs CFA, c'est le montant alloué par le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat pour la formation de 40 jeunes. C'est en vue de résorber le déficit en qualification professionnelle dans le sous-secteur de l'horticulture. La signature de contrat d'achat de formation s'est tenue ce lundi dans les locaux du ministère. Tierno Diallo. Face aux besoins exprimés en formation des populations, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat s'est engagé à outiller une quarantaine de jeunes dans le domaine de l'horticulture. C'est un montant de plus de 3 milliards de francs CFA qui a été donc réservé pour qu'à l'horizon 2019, le cluster, n'est-ce pas, puisse nous former 1500 jeunes. À travers ce financement, il est prévu, n'est-ce pas, donc la construction de centres de formation, un à Nettiboulou et l'autre à Thiep. Pour l'année 2017, il est prévu la formation de 300 jeunes. Les enseignements vont porter sur 8 domaines d'activité, dont 2 pour le court terme. Ouvrier horticole, donc chef de culture en réalité, qui sache produire et exécuter toutes les tâches d'une production horticole. Le deuxième profil auquel nous formons est celui d'un maintenancier, d'un conducteur et d'un responsable de gestion d'agroéquipement dans le secteur de l'horticulture. La formation est confiée à 2 établissements scolaires à l'expertise avérée. On va assurer une formation de qualité parce que c'est dans nos cordes. Nous avons mis en place la filière maintenance de la machinerie agricole depuis 2010. Nous avons des BTS, une cohorte qui est déjà sortie, une cohorte va sortir cette année-ci. Et je vous assure que c'est une filière qui est très prisée par l'industrie. Dans cette formation, on va former des jeunes pendant 6 mois et on doit leur donner des compétences dans la production de plants, de légumes et de fruits. Cette formation professionnelle qualifiante est comprise entre 6, 8 et 9 mois en fonction du profil. Elle sera ponctuée par un certificat de spécialité. Les cours démarrent à la mi-mars. Le projet de renforcement de la gestion des terres et des écosystèmes des Niayes et de la Casamance démarre ses activités à Ziguinchor. Le projet fait partie d'un plan d'action national pour l'adaptation de notre pays au changement climatique. Le projet a appuyé, par exemple, l'ANACIM dans la mise en place du groupe de travail pluridisciplinaire sur ce phénomène. Salut Sec.
Les changements climatiques sont devenus aujourd'hui une réalité, un phénomène mondial dont les impacts négatifs sont perceptibles partout dans le monde, notamment dans les pays en voie de développement. Pour apporter une réponse à cette problématique, le gouvernement déroule dans le cadre de la mise en œuvre du PANA, Programme national d'adaptation au changement climatique, un projet de renforcement des terres dans les Niayes et en Casamance. Son objectif, c'est d'essayer de créer un environnement favorable pour que les questions d'adaptation soient mises en œuvre dans la zone d'action du projet. Ce projet est financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par le gouvernement en collaboration avec d'autres partenaires pour une durée de 5 ans. Pour sa mise en œuvre, les responsables du programme comptent s'appuyer sur les acteurs à la base. C'est un projet de faire-faire. Ce n'est pas un projet régalien classique que nous connaissons, où l'État vient, il fait tout. Non, on vient, on trouve les techniciens, les populations. Qu'est-ce qu'elles veulent ces populations? Qu'est-ce qui est possible? Et justement, on s'insère dans ce créneau-là pour dérouler des options techniques d'adaptation au changement climatique. Déjà dans ses interventions, le projet a fini d'accompagner l'ANACIM dans la mise en place des groupes de travail pluridisciplinaires dans les régions. C'est le cas ici à Ziguinchor où un GTP va être installé. Un GTP, c'est comment regrouper autour d'une plateforme les structures départementales pour réfléchir autour de la thématique du changement climatique, recueillir les informations pour le bénéfice des producteurs. Parce que la finalité, c'est les producteurs pour qu'il y ait l'information climatique, mais aussi les autres informations agro-silvopastorales. Et pour ça, maintenant, il fallait regrouper les acteurs autour d'une table, les expliquer ce qu'on veut faire, quel est le cahier de charges, quelles sont les activités à mettre en place, quand est-ce qu'il faut tenir ces réunions, quel est le type de bulletin qu'il faut produire de manière vraiment interprétable pour que les producteurs puissent en tirer des bénéfices. Cette rencontre a réuni les services techniques, les acteurs et la presse pour sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur le projet et les activités prévues. À la fin de cet atelier, des engagements ont été pris par les autorités et les acteurs pour l'installation prochaine du GTP de Ziguinchor. Travaux de réhabilitation des mausolées de Mabar Diakhouba et de Koumbandofen Famak. Les chantiers avancent, le niveau d'exécution satisfait. Le ministre de la Culture et de la Communication, Maninga, était en visite à Fandem et à Ndofane, Tierno Amadoussir. En route vers la revalorisation des sites historiques classés, première destination Ndofane, ici repose Koumbandofen Famak. Le gouvernement a engagé des travaux de réhabilitation du site. Aujourd'hui, le niveau d'exécution se situe à 80%. Autre site visité, le mausolée de Maba Diakhouba à Fandam. 2 chantiers, 2 sites restaurés. Le ministère de la Culture a déboursé 80 millions de francs CFA. Je crois que pour tous ceux qui connaissaient ces 2 endroits, l'état actuel du chantier est très satisfaisant. Bon, nous avons visité les 2 mausolées. L'architecture est une architecture extrêmement moderne. Dans 45 jours, les chantiers seront finis. Pour le gouvernement du Sénégal, ce qui occupe de belles pages de l'histoire de notre pays mérite toute l'attention de la nation. C'est un peu ce que le chef de l'État nous a demandé de faire en sorte que les lieux historiques classés puissent être préservés. Parce qu'ici, c'est vraiment toute l'histoire du Sine qui est là. La rencontre de Maba Diakhou et de Bour Sine Koumbandofen est une rencontre historique. 3 régimes ou 4 ont passé, chacun, par son ministre de la Culture, est venu ici promettre des sommes pour le travail qui doit être effectué au sein de ces mausolées, et rien n'a été fait. C'est grâce au président Macky Sall et à son ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, que les travaux ont vu le jour. Donc, qui transmettent à monsieur le président de la République toute la gratitude de la famille. Ces chantiers de Fandam et de Ndofane rentrent dans le cadre d'un vaste programme national de réhabilitation des sites et lieux de mémoire. Le budget dégagé est estimé à plus de 600 millions de francs CFA. Le ministre de la Culture à Fandam et Ndofane, dans le même temps, Kirby Raogo a prêté ce week-end la 2e édition des journées d'échange des écrivains du Sénégal. Cette année, les réflexions ont porté sur les langues nationales
Intellectuels, étudiants et hommes de lettres ont pendant 2 jours débattu de l'intérêt et de l'importance de ces langues nationales dans le développement du pays. René Massiga Diouf. Leur importance dans la compréhension des politiques publiques par les populations, leur vitalité et leur rapport au développement, telles sont entre autres les grilles de lecture de la place centrale des langues nationales dans nos sociétés. Pour les conférenciers, certaines communautés doivent les ressorts de leur manière d'être à ces langues nationales. Elles expriment pour eux des attitudes et reflètent une dynamique culturelle déterminée. Quand on dit langue nationale, on dit nation. Toutes les nations qui nous sont extérieures, européenne ou asiatique, c'est l'idée une nation, une langue. C'est le cas de la plupart des pays européens, ou une nation, des langues. C'est le cas de la Suisse, par exemple. Le contexte socio-politique d'émergence et d'existence des langues nationales a constitué l'un des points de rappel de la cohésion existante au sein de nos communautés. Les langues font valoir un certain leadership culturel. Elles sont les pièces maîtresses de la sauvegarde d'un riche patrimoine appelé à créer les conditions naturelles de sa survie. Le poète David Diop disait qu'il manquera toujours quelque chose à la littérature africaine tant qu'elle est coupée de ses langues nationales. C'est dans la préface de Coup de Pilon. La langue exprime une vision du monde, exprime une manière de penser. Ce n'est pas simplement un outil de communication, c'est un véhicule de culture. Cette journée très riche en débats a créé un cadre adéquat pour discuter également de l'édition au Sénégal. Les goulots d'étranglement, mais aussi les efforts consentis par les pouvoirs publics pour son développement ont été particulièrement débattus. Les écrivains saluent surtout les politiques de l'État pour promouvoir leur secteur. Le président de la République a pris une décision salvatrice en ce qui concerne le livre et l'édition. Parce que s'il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'éditeur. S'il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'éditeur. Donc, en développant l'édition nationale. Cette deuxième édition des journées d'échange a donné l'occasion aux écrivains de mesurer l'importance des langues nationales dans la promotion des valeurs sociales. Trisomique ou autiste, le destin peut prendre parfois des tournures surprenantes et douloureuses. Ces personnes qui souffrent de déficiences intellectuelles sont à la une ce soir. Si leur naissance dans une famille n'est pas toujours acceptée et crée souvent des chocs chez les parents, elles peuvent également être d'éventuelles victimes de toutes sortes d'abus. Alors, comment surviennent ces anomalies? Quelle est la thérapie et comment les assister? C'est un dossier que je vous propose de suivre avec Amadou Aramcham. Un désir de procréation avec son lot d'appréhension et de crainte, mais aussi de rêve et d'espoir d'un enfant sain, surtout bien portant. Et à l'arrivée, un déficient psychomoteur. Devenir responsable d'un enfant porteur de handicap est une expérience singulière qui peut mettre tout parent à rude épreuve. Il avait un poids de 4 kg, presque 5 kg. Donc c'était un bébé normal, il est né normalement. Je sais pas, après le baptême, il a commencé à changer, à métamorphoser. Il a perdu du poids, c'est après qu'on m'a dit qu'il souffre c'est un trisomie, oui. Parce qu'ils ne sont souvent pas préparés ni informés lors de la grossesse, les parents sont souvent anéantis par leurs propres désillusions lors de la noce. C'est quelque chose qui m'a touché profondément quand je me suis rendu compte petit à petit que ma fille que j'adorais, que j'attendais avec impatience, est arrivée comme ça. J'ai su son handicap à 18 mois. J'avoue que j'étais sidérée, choquée. Le choc devant l'évidence, une évidence qui se présente dans toute sa complexité et qu'il convient de décrypter. Le parent qui reçoit le choc, il n'est pas mentalement disponible pour s'occuper de son enfant. Il est tellement en souffrance quelquefois qu'il a besoin même qu'on l'aide, qu'on l'accompagne. Et souvent, il n'accepte pas. Difficile et long est le chemin de l'acceptation pour les parents. Difficulté que, sous la guidance d'une logique cartésienne ou irrationnelle, il tente de réparer les anomalies.
C'est lors de mes promenades d'après-midi durant la grossesse que je suis entrée dans un tourbillon de vent. Mais c'est dans la prière que Dieu m'a révélé ce tourbillon. Une chose que j'avais d'ailleurs oubliée. Et sur les conseils des gens, je suis allée voir les tradipraticiens. Badou, trisomique 21 ans, Jolie, autiste 31 ans et Aïta 18 ans. 3 cas avec un trait commun, la déficience intellectuelle, une pathologie médicalement prouvée. Les chromosomes doivent être impairs, donc au nombre de 2. Dans la trisomie 21, les chromosomes sont au nombre de 3 dans la paire 21. À cause de cette anomalie, il va y avoir des perturbations qui relèvent de cette anomalie génétique. Dans l'autisme, les choses ne sont pas encore très bien cernées, mais on soupçonne fortement des causes génétiques. En réalité, la souffrance néonatale ou bien les affections comme le paludisme, la méningite entre autres sont des causes favorables à la déficience mentale chez l'enfant. Les statistiques montrent que les femmes âgées sont plus exposées à faire des enfants trisomiques. Par exemple, une mère qui est âgée de 40 ans à plus, en général 45 ans à plus, peut donner naissance à des enfants trisomiques. Donc, on accuse l'âge. Les parents d'enfants déficients ne sont pas malades, mais ils souffrent d'une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils ont aussi besoin d'accompagnement. La part du parent est très importante dans ce travail. Et donc, nous les aidons à pouvoir aussi aider leurs enfants. La gestion des enfants à besoins éducatifs spécialisés est difficile et les différents parents ont des fortunes diverses. Elle est entièrement dépendante. Elle ne peut rien faire par elle-même. Je lance un appel au président de la République, Macky Sall, pour les cartes d'égalité des chances, que ça se fasse vite. Un gosse qui vous coûtait, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, qui vous coûtait au moins 40 000 francs à lui tout seul. J'ai dit non, et c'est sa maman qui a dû financer tout cela. Tout au long de leur vie, les déficients intellectuels auront besoin d'assistance. Des personnes ont dédié leur vie à cette tâche. Au Sénégal, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le combat est encore très long. Et je crois pouvoir dire que le Sénégal est le seul pays du continent africain qui a fait signer à des adultes déficients intellectuels un contrat à durée indéterminée. Parce qu'ils sont vulnérables et donc victimes potentielles de toutes sortes d'abus et de maltraitance, certains parents expriment leurs craintes. Ces oncles, ces tantes sont là très nombreux, mais ce n'est pas leur enfant. Et quand nous ne serons plus là, ce n'est pas évident qu'il y ait l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles qui accepte de la prendre. Ça, c'est clair, ça. Et j'en ai fait l'expérience et je sais de quoi je parle. Un enfant reste un enfant et les déficients mentaux ont plus besoin que tout autre d'amour et d'affection, des sentiments auxquels ils sont d'ailleurs très réceptifs. Il est aimable et il se soucie de tout le monde. On l'adore. L'amour pathétique d'une sœur à son frère, l'unique fils d'une fratrie et qui fait craquer. De cette édition signée Amadou Aramtiam sur les trisomiques et les autistes. Lutte contre la mortalité maternelle. Le Sénégal s'est lancé dans l'amélioration de l'offre de services de santé et de la reproduction. C'est ainsi que des sages-femmes itinérantes vont de village en village mener des activités à Matam. Des sages-femmes seniors sont venues coacher leurs jeunes sœurs sur le site, une initiative bien acquise qui a révélé quelques lacunes qu'il est possible de corriger au Martiawa. D'un geste leste, la jeune sage-femme se hisse sur la charrette. Pour la senior, l'exercice est des plus compliqués. Elle passe au dernier essai. Direction ensuite une localité distante de plusieurs kilomètres, Gourki Samba Diom, le Fouta profond. Vers bu nekk day ñëw ci case yi ñeenti yoon mu ñëw faj ñàkk
def lépp def ay waxtaan ak jigéen yi. Matam fait partie des régions choisies pour expérimenter la stratégie des sages-femmes itinérantes, les SAFI. Ce sont des sages-femmes formées qui ont comme vocation d'être à côté des populations dites des zones éloignées. Parmi ces zones éloignées, Ranérou en plein Ferlo. Les pistes serpentent au milieu d'une végétation de borassus et d'épineux en sentinelle. Les marques de ravinement en disent long sur les difficultés d'accès pendant l'hivernage. D'une localité à l'autre, il y a du chemin. La moyenne était de 75 km, mais des pistes où on se perdait sans guide. Au bout de 163 km à partir de Ranérou, Thionor se dévoile avec son château d'eau, sa petite mosquée et son choral. Je suis là au niveau de Ranérou, particulièrement au niveau du poste de santé de Thionor. De me voir sur place, d'accompagner les femmes dans des zones très difficiles. C'est intéressant quand même. D'une manière générale, la douzaine de sages-femmes à avoir bénéficié de ces 4 jours de coaching ne regrette pas l'initiative. Le coaching a été quelque chose de très bénéfique pour nous. Là, je parle au nom de toutes les SAFI. Au terme de la mission, une restitution complète a été faite à la région médicale en présence des autorités administratives. Des lacunes ont été clairement identifiées. Elles font de leur mieux, mais elles nécessitent un encadrement encore plus fort pour leur permettre d'améliorer la qualité des services. C'est quelque chose qu'on salue et qu'on voudrait pérenniser, pas seulement pour les SAFI, mais pour l'ensemble des prestataires de la région. Si c'est possible de le faire, c'est quelque chose vraiment qu'on va accueillir avec joie. Cette pérennisation des missions de coaching est le souhait de toutes les SAFI. Ne pas venir pour une fois ou 2 fois, mais faire une pérennisation et puis venir à chaque fois faire le coaching. Cela nous permettra de mieux donner des services de qualité. En peu de mots, le coaching vise le relèvement de l'aptitude des SAFI pour des soins de qualité. En termes de prise en charge et diminuer la mortalité et la morbidité maternelle. Et puisque la planification familiale est un moyen de lutte efficace contre cette menace, un accent a été mis sur les différentes méthodes et en particulier sur celles longue durée. Sur cette terre du Fouta, les changements psychosociaux s'opèrent petit à petit, mais il reste à faire. Veille de Mardi Gras, le marché est inondé de déguisements pour enfants et autres accessoires. Un tour en ville a permis de mesurer l'ampleur des préparatifs. Les enfants se plient au désir, les parents plutôt se plient au désir des enfants afin de leur trouver une tenue adaptée à la fête. Fatimata Manelba. Quel déguisement choisir pour le Mardi Gras? Plus qu'un casse-tête pour beaucoup de parents en cette période de préparatifs. Yolande, elle, a tant bien que mal réussi à trouver une tenue pour son bout de chou. C'est une tenue de militaire, voilà, pour faire un peu la différence avec une casquette. Et j'espère qu'il va aimer, parce que tout ce qui est corps habillé, il adore. La tenue avec la casquette, ça m'a coûté 15 000. Oui. C'était même pas discutable. Et puis j'ai même pas fini tout ce qu'il faut, hein, parce qu'il y a de petites choses qu'il faut ajouter. Et donc je crois qu'à tout casser, je serai dans 20 000 francs. Entre Zorro, Batman, Iron Man ou encore Spider-Man pour les garçons, fée, mariée ou princesse pour les petites filles, certains parents ont du mal à trouver le déguisement qui fait l'affaire. Je suis venue pour acheter des tenues Mardi Gras, une tenue de princesse, voilà, pour qu'elle ressemble à une princesse, une tenue rose, parce qu'elle préfère les trucs roses. Je suis venue pour en chercher une. Vous en avez trouvé? Non, pas encore. Je suis en train de chercher, mais je pense que je vais en trouver. Je suis venue acheter un sari pour ma fille. C'est à 12 000 francs. Je conseille aux parents de ne pas faire d'énormes dépenses parce que c'est juste pour une journée. Vous êtes venu acheter des masques? Oui, des masques. À combien? Là, actuellement, je suis en train de marchander avec le gars. On ne s'est pas encore mis d'accord sur un prix. Les commerçants, eux, se frottent déjà les mains. Ils font de bonnes affaires et certains ont même des ruptures de stock. amna déguisement yom amna yu seer yi seer daa am ay qualité nag. Selon la qualité, les déguisements peuvent varier entre 8 000 et 12 000 francs. Ce sont des Sénégalais ou des Libanais qui nous les vendent. Et Dieu merci, cette année, on s'en sort très bien. am ay Sénégalais yi ko indi wala ay naa Libanais yi ko indi. moo solo gën nañ si moo sa ñu ngi sant yàlla bu baax. sant yàlla rek. Ça marche plutôt bien. Nous vendons toutes sortes de déguisements et cette année c'est Zorro qui est à l'honneur. D'ailleurs c'est en rupture en ce moment. Nous avons des tenues pour toutes les bourses
de 5 000 à 12 000 francs CFA. Le Mardi Gras qui précède le mercredi des cendres est perçu comme un carnaval. Le jour J, tous les déguisements seront permis, mais auparavant, il faudra bien marchander. L'actualité internationale sous forme de brève nous conduit aux États-Unis, en Algérie et au Maroc. Le Royaume annonce son retrait de Guerguera, une zone tampon de l'ONU au Sahara occidental.